Hello les amis, c'est Danto Valentine pour Philosomix. Il y a un peu moins de 2 mois, je vous ai présenté FearComp, un compresseur gratuit qui vaut vraiment le détour. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets le lien dans la description parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Et puis en guise de préambule par rapport à aujourd'hui, c'est plutôt intéressant. Ouais, parce que FearComp est le compresseur le plus transparent, le plus clean que j'ai jamais pu utiliser. Enfin, c'était le cas à ce moment-là. Et oui, parce que ceux qui me font l'honneur de me suivre sur les réseaux sociaux le savent, John V Audio, le développeur britannique, travaillait sur une version 2. Eh bien, ce beau joujou est sorti en début de semaine. FearComp 2 est cette fois-ci payant. Déjà, c'est pas des masses parce que c'est juste 23 livres, donc si je ne m'abuse, ça fait un peu moins de 30 €. Et puis la V1 est toujours dispo, toujours aussi cool et toujours gratuite. Mais alors, qu'apporte cette V2 pour justifier l'ouverture du portefeuille? Eh bien, j'ai cravaché comme un malade depuis lundi pour vous présenter tout ça. Mais d'abord, comme d'hab, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche, de mettre un petit pouce en l'air si ces vidéos vous plaisent, et puis de partager parce que c'est très important pour l'avenir de la chaîne. D'avance, merci. Ok, on va commencer par un petit tour du propriétaire pour voir les différences qu'il y a par rapport à la version 1, mais je vais pas tout vous faire dans le détail pour la bonne et simple raison que il y a déjà la première vidéo pour ça. Alors, les grosses différences, c'est que déjà, nous avons tous les contrôles qui avant étaient bloqués à certaines valeurs, maintenant c'est des contrôles en continu. Ça c'est plutôt cool. On a au niveau du circuit de sidechain, on a une fonction pour écouter le signal sidechain. On a un sidechain externe. On a la possibilité de passer en mode de traitement mid-side. Et on a la possibilité de lier plus ou moins le circuit de détection, ce qui va permettre des choses assez intéressantes au niveau de l'image stéréo, comme nous allons le voir plus tard, avec ici un réglage qui permet de choisir si la détection est plus faite par rapport au canal gauche ou au canal droit, ou alors au canal side, au canal mid. Ça a l'air bizarre comme ça, mais je vous jure qu'à l'usage c'est assez intéressant. En lisant la documentation, on se rend mieux compte de ce que ça peut faire. Il faut savoir aussi que les valeurs fixes qu'il y avait avant, on peut les retrouver en fait en tapant des raccourcis texte. Par exemple, le preset qui s'appelait natural, si je tape N, voilà, il atterrit sur la fameuse valeur. Ou si on appelle le preset, c'était comment qui s'appelait Arch, voilà, on atterrit à la bonne valeur. Toujours au niveau du filtrage du signal de détection, on a l'option Crush Filter qui permet d'activer un autre type de filtre en plus. Ça modifie le comportement du filtrage et rend le compresseur légèrement plus agressif, on va dire. Pour plus de détails, je vous renvoie encore une fois vers le manuel. Autre truc qu'on a d'intéressant, donc au niveau du temps d'attaque et de relâchement, donc ça, on a toujours le mode 0, l'attaque à 0 qui maintenant est marqué 0 sample, parce que c'est une attaque qui est vraiment littéralement à 0 sample, et si on prend en plus, si on active la fonction Look Ahead, là du coup, ça attrape vraiment toutes les transitoires. Au niveau du relâchement, le temps de relâchement, en fait, la spécificité déjà de base de FearComp, c'est qu'il a un temps de relâchement qui dépend de l'historique de la compression. Grosso modo, le compresseur regarde ce qui a été et comment ça a été compressé avant pour déterminer, pour faire varier le temps de relâchement. C'est ce qui fait qu'il a ce comportement aussi transparent. Et donc on a le même réglage qu'avant, mais en plus on a un autre réglage qui permet de rendre le compresseur, le relâchement du compresseur plus conventionnel, on va dire, ce qui peut toujours être intéressant. Au niveau du seuil, il se passe plein de choses au niveau du seuil. Alors déjà, là va pas y avoir de son parce qu'il faut que je parle, mais j'ai mis la lecture et donc là vous voyez en fait ça c'est le niveau d'entrée. Ça permet du coup de régler plus facilement le niveau seuil. Et puis il y a ici ce potard qui permet de limiter la quantité de réduction de gain. Si par exemple j'y vais à toc, vous voyez que là la réduction de gain elle est assez violente, mais en fait si je limite la réduction de gain à 6.4, du coup elle va se caler à 6.4. Ensuite on peut le basculer en mode limiteur. Alors le limiteur en fait finalement c'est pas, on peut y accéder aussi en soi si on se met comme ça, mais et avec le mode 0 sample. Là c'est juste un méta paramètre en fait qui permet d'y arriver directement. On a donc le look ahead dont j'ai déjà parlé, et puis on a la fonction delta qui permet d'écouter uniquement la portion de son
qui est compressé. En fait, ça fait la différence entre le signal traité et le signal non traité. Donc le résultat des courses, c'est qu'on entend que la portion de signal qui est traitée, c'est assez intéressant pour notamment quand on se sert de ce genre de compresseur pour faire un DSR par exemple. C'est vraiment pas mal pour ça, mais même pour bien cibler, pour voir si on cible bien que les attaques et qu'on ne touche pas trop le sustain avec les temps d'attaque et de relâchement, bah, la fonction delta permet de se rendre compte de ça. Le gain make-up, alors le gain make-up, vous voyez là ici, en jaune, c'est le niveau de Sony de réduction en fait. Ça indique la réduction de gain en sensation de volume perçu, donc ce qui est hyper utile, comme j'ai déjà pu vous le dire, hein, c'est la seule façon de comparer réellement ce qui se passe à volume sonore perçu identique. Et donc ça vous indique à peu près vers où c'est, et puis vous pouvez y aller manuellement, soit y aller directement en appuyant sur Snap Makeup. Et ça prend directement la valeur indiquée. Il y a aussi Snap Balance. Alors Snap Balance, c'est quoi? C'est quand justement au niveau du sidechain, au niveau du circuit de détection, on a fait pencher la balance quelque part, à droite ou à gauche, ou en mid ou en side. En réalité, pour récupérer une image stéréo un peu plus stable, on peut contrebalancer ici en indiquant au Makeup Gain de rattraper plus le side ou le mid. Et donc si on fait Snap Balance, ça va s'y coller. Après, il y a, bien entendu, le bypass. Alors, au niveau des vumètres, on a donc, là vous voyez chez moi en jaune. Oui, c'est chez moi en jaune, parce que c'est pas forcément tout le temps comme ça, comme on va le voir tout à l'heure. Donc chez moi en jaune, là, ça c'est les niveaux de Sony des entrées. Donc en mode MS ou en mode mid-side ou en mode droite-gauche. Donc, de ce côté, on a les entrées, de ce côté, on a la sortie. Donc on voit le niveau de Sony, les niveaux pic pour les entrées. Et là, pareil pour la sortie. Alors je vais rééquilibrer tout ça parce que on a l'impression que ça fait n'importe quoi. Alors qu'en fait, voilà, ok. Donc en bas, en valeur chiffrée, en blanc, on a la valeur pic. Et en bleu, on a la valeur LUFS. Et ça, c'est pour la sortie. Si on veut l'entrée, il faut cliquer droit et aller la chercher, et là c'est le niveau d'entrée. C'est un peu dommage, j'aurais pu avoir les deux, mais il n'y a pas forcément la place, enfin bon, c'est plutôt pas mal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est là vous voyez, au niveau de la réduction de gain, on a un très grand indicateur de réduction de gain, avec donc la réduction de gain en pic, et puis avec le même code couleur, ici et ici, la réduction de gain au niveau de la Sony. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut le mettre en petit ici, ou en grand en bas. On peut aussi choisir que on préfère lire la réduction de gain dans l'autre sens. Bon, moi perso, je préfère là. On peut choisir l'échelle aussi de représentation suivant la réduction de gain que vous avez. Vous pouvez zoomer pour mieux voir ce qui se passe. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, le truc qui, pour moi, est génial, c'est que l'interface est redimensionnable. Ça, j'adore. Et puis, non content d'avoir une comparaison AB, en fait, on a une comparaison A, B, C et D. Donc ça, c'est juste génialissime pour pouvoir stocker des réglages temporairement et les rappeler pour pouvoir comparer si on préfère telle ou telle façon de compresser. On a, en cliquant droit, la possibilité de copier les paramètres vers un autre slot. On a des presets, et alors les presets, ils sont super bien fichus, parce que les presets, en fait, ils sont faits intelligemment, parce que quand vous lancez un preset, au début, il se passe rien, pour la bonne et simple raison que le threshold passe à 0. Ça va pas vous influencer négativement, ça va rien toucher, il va falloir que vous baissiez le seuil pour que ça commence à agir, et comme ça, petit à petit, vous allez vous rendre compte de ce que ça fait. Ça, c'est très intelligent, tout le monde devrait faire ça, parce que sinon, ça a plutôt tendance à tromper, en fait. Si, imaginons si j'arrive comme ça, si le preset était conçu comme ça directement, avec déjà un make-up gain, ça peut me faire croire que par l'effet du c'est plus fort donc c'est mieux, ça peut me faire croire que c'est mieux, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste que c'est plus fort. Là du coup, de base, tous les presets sont à 0 en niveau seuil et à 0 en gain de sortie, en make-up gain, donc du coup il n'y a pas de risque de se faire avoir. Et au niveau des options, alors il y a un truc très rigolo,
c'est que vous pouvez changer la couleur. Et il y en a un peu pour tous les goûts. Ça, c'est celui par défaut. Et c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre de truc. Après, il faut savoir que si vous êtes motivé, vous pouvez aller modifier vous-même des fichiers. C'est des fichiers XML où il faut rentrer des codes couleurs. Et du coup, personnaliser à votre goût l'engin. Personnellement, celui que j'aime bien, c'est celui-là. C'est Midnight. Et je trouve vraiment chouette. Bon, tout ça c'est bien joli, mais on va peut-être faire du son. Allez, c'est parti. Ok, donc on commence avec du classique. J'ai utilisé FearComp pour accentuer l'attaque d'un kick. C'est quand même assez efficace, il faut bien le reconnaître. Mais là où on peut aller vraiment très très loin, c'est qu'on peut faire l'inverse, on va annihiler complètement l'attaque du kick. Donc c'est assez impressionnant quand même. Et du coup, en jouant sur le réglage dry wet, on va pouvoir améliorer le sustain du kick tout en gardant un peu d'attaque. Mine de rien, c'est vraiment efficace. Bon, maintenant on va passer à quelque chose de beaucoup plus musical. Voici une boucle de batterie assez funky, et on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va commencer par accentuer les attaques pour y donner un peu plus de punch. Maintenant, on va prendre le parti pris inverse, encore une fois, et donc on va flinguer complètement, bien sévèrement les attaques pour récupérer du son de la pièce, du decay, et comme ça va être trop, eh bien on va compenser ensuite avec le réglage dry wet pour équilibrer un peu tout ça, mais obtenir au final une batterie avec beaucoup plus d'ambiance. Pour finir, on va commencer par donner un peu plus dans la subtilité. On va mettre à profit les capacités mid-side de la bestiole pour pouvoir sensiblement élargir le rendu, mais sans dénaturer réellement la prise. C'est subtil, mais c'est carrément bien. Allez, on passe à la suite. On continue avec une ligne de basse. J'ai à nouveau annihilé les attaques. Et bah vous allez voir. Mine de rien, essayez de faire ça avec n'importe quel autre compresseur et vous allez voir le sale son bien pourri que vous allez avoir tellement ça va tordre. Là, c'est quand même relativement propre. Bon, maintenant, on va essayer d'accentuer les attaques.
Mine de rien, ça permet de donner vachement plus de punch à cette ligne, et quand on bypass le plugin, on a l'impression qu'il y a un manque de vie. Intéressant, non? Ok, cette fois-ci, on est sur un bus de guitare électrique rythmique, et elle manque un peu de peps, elle manque un peu de punch, donc j'ai fait un réglage pour essayer d'améliorer la sauce. Si on se met pile poil à cet endroit-là où c'est bien dynamique, on a quand même vachement gagné. Bon, et ce qui est intéressant, c'est que là, le détecteur des canaux gauche et droit sont complètement liés, mais si du coup on les met ne serait-ce qu'à 50%, au lieu d'avoir un mur de guitare qui fait front, on va obtenir quelque chose d'un peu plus chaloupé, qui peut être intéressant suivant l'effet qu'on cherche à donner. Pour mieux se rendre compte, je vais prendre le preset A qui va rester à 50% au niveau du lien gauche-droit. Je vais le copier sur le preset B. Et sur le preset B, en fait, en réalité, du coup, je vais passer à 100%, c'est-à-dire complètement lié. Les détecteurs sont complètement liés, gauche et droit, ce qui va faire qu'on va se prendre plus le son dans la face, alors que le preset A sera plus chaloupé. Donc A chaloupé et B plus in your face. C'est parti. C'est quand même bien sympa et ça ouvre des perspectives créatives au niveau du mixage assez intéressantes. Sur cette ligne de sax, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu particulier. J'ai essayé de mettre en avant l'embouchure, le moment où le musicien souffle dans son saxophone. Et j'y suis allé de bon cœur, mais je vais faire encore plus et je vais compresser encore plus pour, encore une fois, faire un petit mélange dry-wet et vous allez voir qu'au niveau de la transparence, ça reste assez impressionnant.
Bon ok, on fait pas ce genre de manip tous les jours, mais c'est quand même diablement fort. Pour finir, j'ai voulu voir ce que pouvait donner l'engin sur un mix complet. J'ai utilisé pour ça des presets que j'ai tweakés à ma sauce. Et le premier m'a servi à légèrement élargir la stéréo. Sur le slot B, j'ai essayé d'obtenir un peu plus de cohésion sonore. Sur le C, le but du jeu était de maintenir une densité un peu plus conséquente. Et le C, c'est à peu près la même chose, mais sauf que cette fois-ci, comme on va le voir, j'ai utilisé un réglage beaucoup plus bourrin avec le dosage dry-wet pour obtenir quelque chose de particulier mais intéressant. On va écouter tout ça. D'abord dry. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là j'y vais vraiment comme un taré. Le ratio est à l'infini, je suis en train de limiter quoi. Avec un softney de façon à ce que ce soit un peu moins voyant. Il y a la fonction lookahead qui permet de flinguer les transitoires. J'ai une attaque à 0 sample, un release ultra rapide. Bon, et en dry wet, je suis à 31. Si je passe tout ça, le dry wet à 100, vous allez voir que ça cartonne. Mais du coup, en dosant le dry wet, on arrive à obtenir quelque chose de plutôt intéressant. Bon voilà, le joujou est clean, ultra transparent, mais si on veut être méchant, on peut carrément être méchant. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, c'est tout pour les exemples audio. On se retrouve dans mon salon pour la conclusion. Force est de constater que ce Fircom deuxième du nom est une très belle réussite. Le son est encore plus clean, l'ergonomie est tip top, la palette sonore disponible est gargantuesque puisque vous pouvez autant l'utiliser sur des instruments individuels, sur des bus ou pour le mastering. En plus, je vous l'ai pas encore dit, mais niveau consommation CPU, c'est juste rikiki. Chez moi, c'est à peine 0,1% de CPU. 0,1% de CPU. J'ai fait un test, sur une session, j'en ai mis 100. 100. Et j'étais même pas à 11%. Légèrement en dessous de 11%, à 10 points et quelques. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste gigantesque, ça ne consomme rien. C'est juste impressionnant. Sachez également que le système de protection n'est pas envahissant du tout. Il suffit juste de déplacer le fichier du plugin dans le dossier adéquat et c'est marre. Tout ça pour moins de 30 €. C'est bien simple, hein. Actuellement sur le marché, il n'y a aucun concurrent qui est à la hauteur. Bon, comme il faut quand même trouver des points négatifs, on pourrait dire que cette V2 a l'air moins facile d'accès que la première version. Mais en fait, c'est pas réellement vrai, parce que si on se contente des réglages de base, bah c'est toujours aussi simple à utiliser. Sinon, c'est vrai qu'il est utile de jeter un œil. C'est utile de jeter un œil sur le manuel, histoire de comprendre toutes les nuances des nouvelles fonctions, mais enfin, bon, c'est pas la mort non plus, c'est très facile à comprendre. D'ailleurs, à ce propos, pour ceux qui prendront la peine de regarder le manuel, les plus attentifs d'entre vous remarqueront qu'à la fin, je suis cité dans les bêta-testeurs, puisque je fais partie de l'équipe de bêta-test. Sachez qu'à ce titre, j'aurais pu avoir Fircom 2 gratuitement, mais je l'ai quand même acheté pour soutenir le travail d'un tout nouveau et très talentueux développeur. Je peux vous garantir que John est vraiment à l'écoute des remarques, hyper réactif,
est diablement sympathique. D'ailleurs, certaines de mes remarques ont donné lieu à des retouches au niveau de l'ergonomie, et certaines autres devraient peut-être apporter quelques nouveautés dans un futur plus ou moins proche, mais chut. En attendant, je vous invite à télécharger la démo et à préparer votre carte bleue. Et John, si tu regardes cette vidéo, bien joué mon gars, j'ai vraiment hâte de voir ce que tu nous réserves pour la suite. Sur ce...